communication numérique. Alors bien évidemment, vous allez voir un petit film sur Issy les Moulineaux, mais c'est pas moi qui vais vous présenter Issy les Moulineaux, vous accueillir dans la ville, mais c'est pas moi qui vais vous présenter la ville. Je vais immédiatement laisser la parole à la maire adjointe en charge de la communication de la ville, qui va nous dire deux mots peut-être sur la ville et sûrement sur la communication de la ville. Et après, je resterai pour faire l'introduction à l'ensemble du programme de ces journées. Bonjour à toutes et à tous, je voulais vous souhaiter la bienvenue à Issy les Moulineaux, remercier Microsoft toujours pour son accueil sympathique, qui nous reçoit ici depuis plusieurs années déjà. Je voulais également féliciter les organisateurs de ces 10e rencontres. 10e, ça compte quand même hein, déjà, 10 ans. C'est mon anniversaire aussi, ça fait 10 ans que je suis sur la ville. Élue sur la ville, voilà, on a le même âge. Je vous félicite pour le programme qui a été prévu cette année. Je crois que c'est un programme très intéressant d'actualité. Je crois que vous allez parler du RGPD, voilà, de l'éthique dans les pratiques, des données, des chatbots, le vote électronique. J'en ai oublié? Non. Voilà, c'est vous dire aussi que la ville s'inscrit vraiment complètement dans le numérique. On a été précurseur hein, déjà dans les nouvelles technologies. Notre premier site internet date de 1997, c'est vous dire. Voilà, et le numérique pour nous, c'est quelque chose d'important dans la ville. Il faut mettre le numérique au service de l'utilisateur, des habitants. Je vais peut-être vous donner quelques exemples du coup de ce qui a été fait dans la ville au niveau de la communication numérique. Par exemple pour le RGPD, on n'a pas attendu en fait cette politique de protection des données, de la vie personnelle, de la vie privée pour mettre en place notre propre politique de protection. Dès 2007, en fait, nous avions déjà un correspondant informatique et liberté qui travaillait donc sur toutes ces données de la vie personnelle. Il est aujourd'hui délégué à la protection des données, toujours dans le même esprit de la protection des données. Nous signerons la semaine prochaine, le 2 octobre exactement, avec la société Quant. Je pense que tout le monde connaît Quant. Nous allons mettre en place en fait un partenariat entre Quant et la ville de façon à ce que tous les postes informatiques de la ville, alors c'est la mairie, c'est aussi les services annexes à la mairie, soient équipés du moteur de recherche Quant. Et puis, dans la foulée, dans les mois à venir, ce seront aussi nos écoles qui seront équipées de ce moteur de recherche avec Quant Junior. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Eh ben, on a ouvert aussi notre portail d'Open Data, ça fait quelques années déjà. Et puis, on a adopté l'Open Agenda qui nous permet de partager avec tous nos événements. Le mois prochain, vous pourrez aussi interroger notre chatbot sur Facebook Messenger. Ça va être un premier test. Alors chatbot, c'est sympa, je trouve, de le dire en anglais, parce qu'en français, on m'a dit que c'était agent conversationnel. Je trouve pas ça top quand même, comme nom, agent conversationnel. Chatbot, c'est plus sympa quand même. Donc on va le tester sur notre Facebook, un premier test avant peut-être une adoption pour notre nouveau site internet qui verra le jour au printemps prochain. Autre pratique, toujours sur la communication numérique, c'est de dire que pour l'année prochaine, on va se servir de notre réseau social Instagram pour faire nos cartes de vœux. C'est-à-dire que toutes les photos, les meilleures photos postées par nos Instagrammeurs feront l'objet d'une mise en page pour notre carte de vœux.
Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Il y aurait beaucoup de choses d'autres à dire, mais je ne vais pas monopoliser la parole. J'ai peut-être dit là l'essentiel de ce que nous faisons en communication numérique aujourd'hui, les nouveautés. Donc je vais vous souhaiter à tous un très bon séminaire de travail, des belles rencontres fructueuses, beaucoup d'échanges. Et puis surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous, notamment vers ICI Média. Toute l'équipe est présente cet après-midi, je pense que vous l'avez déjà repéré. Si vous voulez discuter et partager les bonnes pratiques ensemble. Voilà, très belle rencontre. Merci bien, Claire. Et merci surtout à la ville d'ici dans son ensemble qui nous accueille. Alors, elle nous accueille physiquement, mais elle travaille aussi beaucoup au contenu de ces rencontres. Elle apporte toute l'expertise de la ville et toute l'équipe d'Éric Le Gall qui est là, qui travaille ardemment à nos côtés pour la réussite de ces rencontres. Je dois dire aussi un merci à Microsoft qui nous accueille aussi dans cette salle, tout à fait splendide. À une époque où les GAFAM, comme Microsoft, sont parfois critiqués, je dois dire qu'on travaille en très bonne intelligence avec Microsoft autour de ces rencontres et avec une sincérité et une grande liberté dans les programmes qui nous font plaisir. Et puis je dois remercier aussi le groupe de travail qui conçoit ces rencontres, parce que bien évidemment l'intelligence c'est quelque chose de partagé, c'est quelque chose de collectif, et donc ils sont plusieurs à travailler au contenu de ces rencontres, à parfois animer des temps, et surtout d'une rencontre à l'autre, à échanger toute l'année sur les thématiques, les sujets qu'il faudrait traiter pendant les rencontres. Alors c'est les 10e rencontres effectivement, alors je me suis amusé à regarder quand est-ce qu'on était né. Vous savez qu'on est né, les 10e rencontres, l'année où Twitter a débarqué en France, en 2009. Début 2009, Twitter est arrivé la première fois en France, a ouvert en France. Voilà. Et on s'appelait à l'époque les rencontres de la communication et des technologies nouvelles. Maintenant elles ne sont plus nouvelles, donc on a perdu le mot, on s'appelle numérique. Voilà, et à savoir aussi qu'en 10 ans, on était porté par deux villes qui symbolisent d'une certaine manière leur expertise et leur avancée en matière numérique. À Rennes pendant 5 ans, et ici les Moulineaux depuis 5 ans. Je dois dire aussi que ces 10 années, si on devait les regarder rapidement, on a vécu un vrai enthousiasme pour les technologies numériques, et je crois que les DIRCOM et les communicants en général se sont tout à fait passionnés pour ces technologies. Et quand on regarde un peu les thèmes qu'on a abordés lors de ces 10 années, il y avait des tas de choses qui prouvent notre volonté de prendre en compte ces technologies et d'avancer très rapidement. Alors rapidement, en 10 ans, on a beaucoup réfléchi par exemple, bien évidemment, aux sites, à développer les sites des collectivités, même un peu plus de 10 ans pour les sites les plus anciens. On a fêté l'année dernière, il y a 2 ans, l'anniversaire du site d'ICI Moulineaux, ici même avec le maire. Et des sites qui au début étaient très institutionnels et ensuite qui apportaient beaucoup d'informations et d'actualités sur la vie publique, et puis ensuite des services, et puis qui aujourd'hui s'ouvrent à l'e-administration, voire à la consultation et à l'échange avec les habitants. On a aussi énormément travaillé sur l'ouverture des données, bien évidemment, avec certainement un peu de soucis de leur usage et de leur lisibilité. On a cherché à investir progressivement les réseaux sociaux. Donc, je me souviens des premiers ateliers sur Twitter, justement il y a une dizaine d'années, où on découvrait Twitter complètement, comme il y a quelques années on a découvert Instagram ou des lives sur certains réseaux sociaux. Et avec peut-être une certaine course à la nouveauté perpétuelle, et au bout de 10 années on s'est aperçu qu'il y a quand même beaucoup de nouveautés sans cesse, et c'est pas facile à suivre. On s'est aussi lancé dans ce qu'on appelle à l'époque l'e-démocratie, maintenant peut-être la Civic Tech ou d'autres choses, à travers des outils comme le budget participatif qui existe à ici les Moulineaux, avec peut-être l'idée que ça allait pallier ou renforcer toutes les relations avec les habitants, mais c'est pas si simple. On s'est aussi, je dois le dire, lancé un petit peu rapidement sur la course au clic, la course aux abonnés, la course sur les réseaux sociaux notamment, avec peut-être l'absence de méthodologie pour évaluer la réalité de l'audience de ces supports-là. On a beaucoup progressé, notamment grâce à l'Observatoire sur les méthodologies pour mesurer l'impact de nos outils.
Et puis aussi, on a à plusieurs reprises, notamment avec des études qu'a conduites Capcom, réfléchi à l'organisation des directions de la communication, un peu parce qu'on les sentait bousculés par l'arrivée des nouvelles technologies, et puis même un temps où on pensait les réorganiser un peu autour du numérique, et puis finalement c'est plutôt le numérique qui s'est fondu dans les directions de la communication, mais avec l'émergence quand même de pas mal de nouveaux métiers, qui en 10 ans on a vu émerger et disparaître, ils s'appelaient différemment, ils se reconfiguraient, et je pense que c'est pas terminé. Mais je voudrais faire 2 constats après 10 ans, 2 constats assez rapides. Le premier constat, c'est de dire sans aucun doute que les collectivités publiques se sont habilement et sérieusement saisies du numérique et aujourd'hui vraisemblablement pas en retard, alors que c'est peut-être l'image qu'on a souvent du service public, en retard sur ces nouvelles technologies. Je ne vais pas faire une démonstration de ce propos, mais je vais simplement vous avancer 2 ou 3 chiffres que vous voudrez bien garder dans votre tête, mais que je ne projetterai pas, parce qu'on va les annoncer en fait que mercredi prochain, lors d'une réunion à l'Association des maires de France, où on rend public les résultats de la 5e édition du baromètre de la communication locale, qui est un sondage grand public, monté par Harris Interactive avec l'appui des Picéum, une agence. Et ce sondage interroge les Français sur leurs usages en matière de communication locale. Et bien en 10 ans, bien évidemment, on voit émerger le support numérique comme outil d'information pour les habitants. Et un chiffre, 2 tiers des Français utilisent le site de leur collectivité locale pour s'informer. C'est un chiffre qui n'a pas cessé de progresser depuis 10 ans que l'Observatoire fait des sondages tous les 2 ans. 2 tiers des Français, ça veut dire que c'est un outil de communication majeur. Il y en a d'autres à côté pour les collectivités. Le journal municipal, le journal territorial reste l'outil dominant pour toucher la plus grande part, mais vraisemblablement, le site des collectivités est devenu aujourd'hui à la fois incontournable, à la fois utile pour les habitants, ils le reconnaissent, accessible, et puis je dirais, on a bien vu le croisement des courbes entre les différents outils numériques, en tout cas entre les différents sites. Il y a quelques années, c'était les sites d'entreprises privées qui donnaient de l'information sur le secteur local, sur la vie locale, qui étaient les premiers consultés par les habitants. Aujourd'hui, c'est le site de la collectivité. On va y chercher l'information, on va y chercher des services, voire l'administration, et donc c'est le site de référence aujourd'hui. La deuxième chose aussi qu'on pourra annoncer le baromètre dans quelques jours, c'est l'importance des réseaux sociaux des collectivités locales. Bien évidemment, pas loin de 100% des collectivités de plus de 30 000 habitants sont aujourd'hui sur Facebook et parfois sur Twitter ou Instagram ou autre. D'après ce sondage, le baromètre, 30% des Français consultent les pages Facebook de leur collectivité. 10% le compte Twitter, suivent le compte Twitter et 10% les comptes Instagram. Voilà. Ce qui donne par exemple, c'est très lié maintenant au nombre de gens qui sont connectés sur ces différents réseaux. Facebook, bien évidemment, majoritairement, mais pour donner un autre chiffre plus précis, 30% des gens qui sont sur Twitter suivent le compte de leur collectivité. Voilà, des chiffres à la hausse, des chiffres tout à fait encourageants, des chiffres qu'on approfondira en présentant le baromètre, et on reviendra dessus dans les différentes publications de Capcom. Voilà, ce qui montre aussi que la communication, ça reste une panoplie d'outils. Le baromètre révèle aussi que d'autres outils comme l'affichage ou autres ont leur impact aussi, mais que le numérique a su prendre toute sa place. Et on reviendra dessus, je pense, pendant ces journées. Le deuxième constat que je souhaite dresser tout aussi rapidement, c'est j'ai le sentiment que l'engouement en faveur du numérique aujourd'hui s'estompe un peu. Et que les termes du débat sont un peu différents aujourd'hui qu'ils étaient il y a 10 ans ou ils étaient il y a 5 ans. Quand je regarde un peu comment on parle, à la fois dans le réseau et au-delà du numérique, aujourd'hui on se pose des questions autour de la société de surveillance, l'enregistrement de nos données, la géolocalisation permanente de tout le monde, la reconnaissance faciale dans l'espace public. J'ai fait un article récemment là-dessus. On se pose des questions sur l'intelligence artificielle et ses limites, le rapport à la machine, le rapport au robot. On a fait l'année dernière une intervention au forum du Havre, justement sur la place des robots dans la société de demain, tout à fait intéressant. Aussi la place des objets connectés.
On s'interroge bien évidemment beaucoup sur l'utilisation de nos données, le marketing commercial, le marketing politique, et c'est certaines de ces dérives dont on a parlé récemment, les problèmes bien évidemment de vie privée, et puis de concentration de ces données aux mains de quelques grandes entreprises privées. Comme communicant, on est beaucoup interpellé par tout ce qui est la fabrication de l'information aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, fake news y compris, algorithmes de choix, des grandes opérations de propagande qui peuvent aller jusqu'à déstabiliser des États ou des élections. Et puis aussi, on se pose certaines questions sur les limites liées à l'administration, de la ville connectée, avec les problèmes d'exclusion, de déshumanisation de la relation citoyen, voire de la fragilité technique de ces dispositifs. Je crois sincèrement que aujourd'hui, et peut-être un peu pour la première fois, le programme de ces 10e rencontres est le reflet un peu de ces préoccupations-là. C'est pour ça que nous allons essayer de voir comment on peut un peu changer la donne, c'est le titre, peut-être remettre un peu d'éthique dans ces pratiques numériques, de se saisir du RGPD, aussi bien que les habitants commencent à s'en saisir, à nous aussi nous en saisir et d'aller jusqu'au bout des possibilités du RGPD. Peut-être, on parlait de Kant tout à l'heure, de diversifier un peu nos outils et nos moteurs de recherche. En bref, essayons de redonner confiance en un numérique public plus éthique. Voilà, si c'était le message que je pourrais lancer, à la fois au groupe de travail et à vous tous, ça serait celui-là. En tous les cas, je vous souhaite de bonnes rencontres. Je vous donne rendez-vous vraisemblablement l'année prochaine pour d'autres rencontres, tant que celle-là se tienne, mais plus dans l'immédiat, je vous donne tous rendez-vous au Forum de la communication publique à Lyon le 5 et le 6 décembre, dans lequel il y a des carrefours numériques qui sont toute une série d'ateliers spécifiques sur le numérique. Et puis, je donne la parole à Cyril qui va nous animer tout le reste de l'après-midi. Merci. Oui, c'est bon. Bonjour. Waouh, quelle chance d'être ici aujourd'hui. Pour tout vous dire, c'est la première fois que je me livre à cet exercice et je remercie Capcom de m'avoir permis d'avoir cette expérience enrichissante. Je suis donc Cyril Laguzari, j'ai le plaisir d'animer pour vous aujourd'hui ces trois conférences cet après-midi sur cette thématique qui est le RGPD et le traitement de nos données. Je suis formatrice consultante. Et parallèlement à mon métier, j'ai la chance d'animer avec émerveillement des ateliers philosophiques pour les enfants dans les écoles. Et souvent, la question de la loi et de la liberté revient. Et assez naturellement, les enfants rejoignent Jean-Jacques Rousseau, qui disait « Il n'y a pas de liberté sans loi ». Le règlement général pour la protection des données protège les internautes quant à l'utilisation de leurs données. Or, cette loi, elle ne peut protéger que si elle est bien appliquée. Et les collectivités collectent beaucoup de données. Alice Delamure, juriste au sein de la CNIL, est là pour faire un point concret sur le cadre de cette loi, sur les étapes et les outils nécessaires à sa mise en place, et bien sûr, pour répondre à vos questions. Alice, c'est à vous. Bonjour à tous. Donc, je me présente, Alice Delamure, je suis juriste donc, à la CNIL et je travaille plus particulièrement au service des délégués à la protection des données personnelles et je suis plus particulièrement chargée de l'accompagnement des DPO qui interviennent dans le secteur public, les collectivités territoriales en particulier. Et c'est donc à ce titre que l'association Capcom m'a proposé d'intervenir à ces 10e rencontres nationales de la communication numérique. Mais dès à présent, je tiens à préciser que je ne suis pas du tout une spécialiste des techniques de communication sur les réseaux sociaux en particulier. C'est un autre service, enfin c'est un service dédié qui gère ça à la CNIL, tout ce qui est cookies, traitement de données mis en œuvre donc par les GAFAM, etc. Donc voilà, je prendrai vos questions s'il y en a, mais je ne garantis pas de pouvoir y
y répondre. Et compte tenu des enjeux qui s'attachent donc à ces sujets, je me garderai bien de vous induire en erreur. Donc pour ma part, je vous propose donc une intervention en 3 temps. Un premier temps donc, qui est dédié donc, à un rappel du contexte d'évolution du cadre juridique de la protection des données personnelles, le changement de culture donc, opéré par le RGPD. Un deuxième temps sur la façon dont les collectivités publiques, donc collectivités territoriales, leurs groupements et puis leurs établissements publics en particulier comment elles doivent se mettre en ordre de marche, hein, quelles actions principales elles doivent mener dans ce cadre pour créer de la confiance. Et enfin, un dernier temps sur la façon dont la CNIL accompagne les professionnels dans leur démarche de mise en conformité. Suivra bien sûr donc un temps libre d'échange, hein, donc je tâcherai de répondre à vos questions ou les prendrai pour y répondre ultérieurement. Donc premier temps, donc peut-être un rappel des grandes étapes qui ont marqué donc l'évolution du cadre juridique relatif à la protection des données personnelles, cadre juridique qui ne date pas d'hier, qui n'est pas né avec le RGPD comme on pourrait avoir tendance à le penser, mais qui est né donc il y a déjà 40 ans, donc avec la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978. Alors pour l'information ou rappel, ce cadre juridique, donc cette loi 78 est née de la révélation par la presse au début des années 70 d'un projet gouvernemental, le projet gouvernemental Safari, système automatisé pour les fichiers de l'administration et le répertoire des individus, qui avait donc pour objet d'identifier chaque citoyen français par un numéro unique, en l'occurrence le numéro de sécurité sociale, et à interconnecter via ce numéro l'ensemble des fichiers détenus par les pouvoirs publics français. Donc ce projet a révélé donc, dès le début des années 70 les dangers potentiels et les risques liberticides associés à certaines utilisations de l'informatique. Et c'est le journal Le Monde donc, qui dénonce ces risques le premier, donc en révélant ce projet et en titrant à la une de son édition du 24 mars 1974 « Safari ou la chasse aux Français ». Gros émoi dans l'opinion publique, scandale, le Parlement est saisi et adopte une loi donc, dont l'objet est d'encadrer les traitements de données qui se rapportent à des personnes physiques. Avec donc, comme idée principale, principe de base posé à l'article 1er, l'informatique, le développement de l'informatique doit se faire au service du citoyen, il ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles et publiques. Alors, cette loi de 1978 a ensuite fait l'objet d'une refonte en profondeur en 2004, sous l'impulsion d'une part donc, des évolutions technologiques et de nouveaux usages numériques, et puis également sous l'impulsion d'une directive européenne de 1995, dont l'objectif était d'harmoniser, de commencer en fait à harmoniser les règles européennes en matière de traitement de données à caractère personnel. Donc cette directive a imposé à l'ensemble des États membres de se doter d'une législation protectrice, reprenant pour l'essentiel les grands principes de protection des données qui figuraient donc dans le cadre juridique français de 1978. Donc avec cette nouvelle loi informatique et liberté de 2004, on ne parle plus de données nominatives mais de données personnelles, notion beaucoup moins réductrice. Et puis également la CNIL est dotée d'un pouvoir de sanction. Et les organismes qui décident de se doter d'un correspondant informatique et liberté, qui est un nouvel instrument de conformité, obtiennent le bénéfice d'un allègement de leurs obligations en matière de formalité préalable, sachant que jusqu'à présent, toute la logique globale reposait donc sur la réalisation de formalités auprès de la CNIL. Ensuite, cette nouvelle étape importante, c'est 2016, puisque en l'espace de 10 ans, la société a basculé dans l'ère digitale, porteuse aussi bien de progrès que de risques
pour les personnes concernées. Comme vous le savez, la société s'est numérisée dans toutes ses sphères, aussi bien personnelles que professionnelles. La donnée est partout. Elle est devenue donc le carburant du marketing. Les données n'ont plus de frontières. Les géants du net se sont installés. Ils ingurgitent donc des milliards de données. Et en même temps, les États développent massivement des fichiers de police et de renseignement pour faire face à une menace terroriste accrue. Bref, on se retrouve donc dans un contexte de profilage, de cybersurveillance, de développement d'algorithmes en tout genre, de multiplication des traces sur Internet via les objets connectés, etc. Et donc du coup de multiplication des risques pour les droits et libertés des personnes. Donc en 2016, il y a une grosse prise de conscience collective qui est intervenue au niveau mondial et au niveau local et qui s'est donc traduite au niveau français par l'adoption de toute une série de dispositions protectrices dans la loi pour une république numérique. Donc cette loi pour une république numérique avait 3 volets principaux, dont un consacré à l'open data et un autre consacré à la protection des données à caractère personnel. Donc cette loi de 2016 est venue renforcer encore les droits des personnes en posant un principe général de droit à l'autodétermination informationnelle. L'article 1er de la loi a été enrichi de la mention suivante. Chacun dispose du droit de décider et de contrôler l'utilisation qui est faite de ces données. Par ailleurs, cette loi a prévu un droit à l'oubli spécifique pour les mineurs, pour les informations donc, se rapportant à des mineurs. Et puis, elle a également renforcé le pouvoir de sanction de la CNIL, pouvoir de sanction que la CNIL avait obtenu en 2004. Au niveau européen, l'année 2016 est marquée par l'adoption de plusieurs textes d'importance majeure. Tout d'abord, la directive police-justice, qui est donc un texte européen qui a vocation à encadrer les traitements de données qui sont mis en œuvre dans le cadre des activités de prévention, de constatation et de poursuite des infractions pénales, qui concernent les collectivités publiques, mais pour seulement certains de leurs traitements. Et puis, le fameux donc, règlement européen qui est entré donc, en application le 25 mai 2018 et qui a été adopté donc, à l'issue de 4 années de négociations intenses entre les différentes institutions européennes, 4 années marquées par des actions de lobbying extrêmement importantes et par un nombre record d'amendements. C'est dire tous les enjeux politiques, économiques, sociaux qui s'attachaient à la détermination de règles européennes pour encadrer les traitements de données. Donc ce règlement se trouve, c'est le dernier point sur ce cadre juridique, le règlement se trouve complété d'une nouvelle version, troisième version de la loi informatique et liberté de 1978, nouvelle version donc, qui avait pour objet principal, qui date de juin dernier, à la fois de brancher le règlement européen en droit interne, même s'il est d'application immédiate, pour autant les procédures en particulier, enfin des procédures devaient être prévues pour permettre la coopération intercnil entre les différentes îles européennes pour tous les traitements qui dépassent le cadre national. Et puis également pour transposer les dispositions de la directive police-justice en droit interne, et enfin pour prévoir des règles spécifiques là où le règlement européen le permet. Puisqu'un règlement s'applique directement dans tous les États membres, mais donc sans qu'il y ait de spécificité, puisque l'idée c'est d'être sur une harmonisation totale, mais ce règlement-là comprend une 50aine de renvois aux législations nationales. Donc la France avait, comme les autres États membres, une certaine marge de manœuvre pour définir les conditions de traitement applicables à certains traitements de données. Comme par exemple l'encadrement du numéro de sécurité sociale, ou encore le traitement de données d'infraction, ou le traitement, les conditions de validité du consentement des mineurs, etc. Donc il y a un certain nombre de règles spécifiques à la France dans cette nouvelle loi informatique et liberté. Et cette nouvelle loi va faire l'objet d'une réécriture complète par une ordonnance, là, d'ici Noël, pour améliorer la lisibilité globale du texte juridique. Voilà pour les grandes étapes. Alors, entrons dans le fond, maintenant. L'économie générale du RGPD.
Alors, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que ce règlement n'emporte pas de révolution sur le fond. Pourquoi? Parce qu'on y retrouve exactement les mêmes notions clés et les mêmes grands principes de protection des données qu'on trouvait dans le cadre juridique français de 1978. Les notions de responsable de traitement, de sous-traitant, les principes de finalité des traitements, de pertinence et de proportionnalité des données, etc. J'y reviendrai rapidement tout à l'heure. Pour autant, évidemment, l'évolution est majeure, on n'en parlerait pas autant autrement. Trois grandes lignes de force dans ce règlement, trois lignes de force qui nous font entrer donc, dans l'ère de la gouvernance des données personnelles. Alors, la première ligne de force, c'est le renforcement des droits des personnes, encore une fois, donc, puisque le règlement pose une obligation générale de transparence et de facilitation de l'exercice des droits, en même temps qu'il en crée de nouveaux, au bénéfice donc des personnes qui sont concernées par les traitements de données personnelles. Deuxièmement, le règlement emporte un véritable changement de culture, avec un basculement d'une logique de contrôle a priori, fondée sur la réalisation ponctuelle et fastidieuse de formalités préalables par les organismes auprès de la CNIL, à une nouvelle logique de responsabilisation de l'ensemble des acteurs des traitements de données à caractère personnel. Donc aujourd'hui, la question n'est plus de savoir si le traitement, le fichier a bien été déclaré à la CNIL, que de savoir si l'organisme assure à tout instant un niveau de protection optimal aux données qu'il traite. Est-ce que cette protection est effective? Est-ce qu'elle peut être démontrée? Telle est la question aujourd'hui. Parce que finalement, la logique antérieure, donc, qui était de faire des formalités et puis c'est tout, aujourd'hui n'est plus pertinente dans un monde numérique particulièrement évolutif sur le plan des techniques comme des usages, et puis en tout état de cause ne permettait pas de garantir en pratique la conformité des traitements, c'est-à-dire le respect par les structures qui avaient déclaré leurs fichiers des grandes règles de protection des données personnelles. Donc aujourd'hui, les organismes, aussi bien publics que privés, donc, vont devoir s'inscrire dans une posture de mise en conformité permanente et dynamique en adoptant toutes les mesures juridiques, techniques, organisationnelles, donc permettant d'assurer de façon effective le respect des grands principes. Et suivant cette nouvelle logique d'accountability, rendre compte, plus d'autonomie, mais une responsabilisation accrue, le règlement consacre deux nouveaux principes chapeaux, la privacy by design et by default. En français, la protection des données dès la conception et par défaut. Concrètement, les organismes devront prendre en compte les exigences légales, donc les exigences de protection de la vie privée, des libertés individuelles et publiques, etc., dès le plus en amont possible, dès les premières réflexions sur un projet de traitement de données personnelles, sur le développement d'un nouveau service numérique, de façon donc à ce que cette problématique-là soit prise dès le départ, dès la conception du produit, dès le choix de l'outil qui va être utilisé pour le traitement, dès la détermination des fonctionnalités de l'outil et de ses paramétrages. Donc par exemple, au stade de très concrètement, au stade de la collecte des données, il s'agira de privilégier les menus déroulants et les zones et les cases à cocher sur les zones de commentaires libres. Pourquoi? Eh bien parce que ces menus déroulants et cases à cocher permettent de cadrer dès le départ le champ des données collectées, alors que les zones de commentaires libres sont propices à tous les dérapages. Il s'agira également de restreindre au maximum les habilitations et droits d'accès aux données, donc de faire procéder à des profils d'habilitation et d'accès extrêmement fins. Telle et telle personne peuvent accéder à ce fichier, mais telle personne seulement en lecture, tandis que celle-ci également en écriture et suppression. Il s'agira également de limiter au maximum les opérations susceptibles d'être réalisées sur
sur les données, de les pseudonymiser toutes les fois, d'enlever leur caractère directement identifiant toutes les fois où leur exploitation sous une forme directement identifiante n'est pas nécessaire à la satisfaction du besoin. Par exemple, lorsqu'on fait une enquête, une étude de cohorte, de suivi sur le long terme, on n'a pas besoin de savoir que derrière telle personne il y a tel nom. Il suffit juste de pouvoir isoler l'individu et de le suivre dans le temps. Donc là, on va pseudonymiser les informations. Il y a également comme bonne pratique le fait de mettre en place un mécanisme de purge sélective des données ou d'archivage automatique des données une fois leur durée d'utilisation courante dépassée, etc. Par ailleurs, en plus donc de cette consécration de deux nouveaux principes, le règlement, toujours dans cette logique globale de responsabilisation de l'ensemble des acteurs du traitement, rééquilibre les situations juridiques des responsables de traitement et des sous-traitants, puisque les donneurs d'ordre et responsables de traitement et leurs sous-traitants prestataires de services, je reviendrai sur ces notions, voient leurs obligations pour une large part égalisées et leurs responsabilités susceptibles d'être conjointement engagées. Alors que jusqu'à présent, seuls les donneurs d'ordre, les responsables de traitement, les commanditaires de traitement étaient passibles d'une sanction de la CNIL. Les prestataires ne craignaient rien, si je veux dire. Donc là, il y a un rééquilibrage qui est effectué, j'y reviendrai. Et enfin, dans ce nouvel écosystème juridique de responsabilisation globale, d'accountability, les responsables du traitement comme les sous-traitants sont appelés à s'appuyer, à recourir à différents instruments de conformité, au premier rang desquels le délégué à la protection des données, dont je vais vous parler, et puis d'autres outils à caractère obligatoire ou recommandé selon le niveau de risque, et je vous présenterai les outils de conformité obligatoires auxquels tous les organismes, aussi bien publics que privés, doivent recourir. Enfin, et c'est la dernière ligne de force du règlement, c'est la crédibilisation de la régulation, à la fois par la mise en place d'un mécanisme de coopération inter-CNIL pour les traitements transfrontaliers, c'est-à-dire pour les traitements qui sont mis en œuvre dans plusieurs territoires de l'Union européenne, où toutes les CNIL européennes vont coopérer, évidemment pour susciter au traitement de par les GAFAM, où toutes les CNIL vont coopérer pour adopter des positions uniques, s'exprimer d'une seule et même voix, et en cas de sanction, en prononcer qu'une seule, et donc de façon concertée, et un renforcement considérable du niveau de sanctions pouvant être prononcées, puisque désormais la CNIL française et toutes les CNIL pourront prononcer des sanctions allant jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires mondial. Sans parler donc des recours juridictionnels qui peuvent également être exercés donc à l'encontre des structures publiques comme privées. Hein. Le public n'est pas à l'abri des sanctions CNIL, hein. Ça c'est un point qu'il faut bien souligner. Et les recours juridictionnels aussi, il faut y penser, d'autant plus que ceux-ci peuvent maintenant être exercés dans le cadre d'actions de groupe, c'est aussi une nouveauté du règlement, et que les actions de groupe vont nécessairement être amenées à se développer, compte tenu maintenant de la médiatisation très importante du sujet. Donc voilà, donc dans ce contexte, les collectivités doivent nécessairement se mettre en ordre de marche, elles doivent se mobiliser, puisque effectivement elles traitent une volumétrie extrêmement importante de données à caractère personnel, qui concerne à la fois leurs employés, les administrés, dont certaines présentent une certaine sensibilité. Je pense en particulier aux fichiers de l'aide sociale, aux fichiers de la police municipale, etc. Le tout dans un contexte donc, de recours croissant aux technologies de l'information et de la communication, on en a parlé déjà, développement de l'administration, téléservices, open data, dispositifs de vidéosurveillance, de vidéoprotection, lecture automatisée de plaques d'immatriculation, compteurs communicants, communication institutionnelle sur les réseaux sociaux, plateformes collaboratives, etc. Bref, la technologie est partout, les nouveaux usages sont partout, et ce, donc, dans un contexte aussi de multiplication des cyberattaques et de vigilance croissante des citoyens quant aux besoins de protection de leurs données et de contrôle croissant du citoyen. Donc les collectivités
toutes les collectivités publiques doivent se montrer exemplaires en la matière pour créer de la confiance. On a déjà beaucoup utilisé ce mot depuis le début de l'après-midi. Donc pour créer de la confiance étant bien sûr la condition nécessaire, dans une condition nécessaire pour la réussite de toute politique publique et en particulier de celle en lien avec le développement de nouveaux services numériques. Ce qui m'amène au deuxième temps de mon intervention, donc sur la gouvernance à mettre en place. Donc la nécessaire mobilisation de vos structures autour de quelques actions clés. Est-ce que je ne parle pas trop vite? J'ai tellement peur de ne pas dire le temps. Pour vous laisser, ça va? Oui? Bon. Toutes les slides seront disponibles sur le site de Capcom de toute façon, donc pas besoin de prendre trop de notes. C'est des éléments vraiment très généraux sur le contexte dans lequel se trouve votre collectivité, et vous, en tant que service communication, vous allez nécessairement être impacté comme tous les autres, et c'est intéressant de voir voilà, comment tout ça s'articule. Alors, première action à mener, désigner un DPO, donc un délégué à la protection des données, un pilote, et le doter de moyens suffisants. Alors, donc le règlement européen rend obligatoire la désignation d'un tel délégué pour toutes les autorités publiques et organismes publics. Donc, aujourd'hui, bon, on n'est que fin septembre, hein, mais clairement, tous les structures publiques ne sont pas dotées d'un DPO. Est-ce que vous, là dans la salle, quel organisme a désigné qui travaille dans un organisme ayant désigné un DPO? Voilà, il n'y a pas du tout la moitié là. Voilà, donc vous pourrez rentrer donc, chez vous en rappelant l'importance de désigner un délégué. Voilà, c'est quelque chose qui est sanctionnable, hein, c'est 10 millions d'euros je crois. Voilà, c'est juste pour dire que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important qui peut être pointé du doigt. Attention au risque d'image, hein, aussi, on a parlé du risque au risque donc, juridique, recours juridictionnel, mais aussi le risque d'image tout simplement, et surtout en fait au-delà du risque, parce que c'est sûrement pas par le risque qu'on communique bien, et en tout cas c'est pas grave. Je pense pas que ce soit la meilleure manière de communiquer, mais surtout l'intérêt de désigner un délégué, outre de se protéger donc contre un risque, c'est surtout d'être accompagné. D'être accompagné dans ce changement de culture, dans l'amélioration des pratiques, puisque ce délégué a vocation en fait à jouer un rôle essentiel dans le cadre de ses missions d'information, de conseil, de contrôle d'application de la réglementation et d'interface entre l'organisme, la CNIL avec laquelle il doit coopérer, les personnes concernées, les employés, etc. C'est vraiment la personne qui va être chargée d'orchestrer toute cette démarche permanente et dynamique de mise en conformité. Et ce délégué à la protection des données, ce DPO, travaille pour la structure. Ce n'est pas du tout un agent de l'IT, ça c'est important de le dire. Hein. C'est vraiment une personne qui est là pour accompagner la collectivité sans qu'il y ait aussi, c'est important de le souligner, de transfert de responsabilité sur sa tête. C'est l'exécutif, le maire, le président, le représentant légal de la structure qui reste comptable du respect de ces règles. Alors, pour la collectivité dispose d'une liberté très importante hein, dans le choix de son délégué, puisque celui-ci n'a pas à répondre à un profil particulier, il n'y a pas de condition d'agrément, il pourra s'agir d'un juriste comme d'un informaticien comme d'un responsable communication, enfin d'une personne qui travaille dans un service communication. Le tout, il y a deux conditions. La première, c'est que la personne soit à l'abri des conflits d'intérêts, ça c'est quelque chose d'important, donc qu'il ne soit pas jugé parti. Par exemple, un DGS ne saurait être DPO, désigné DPO. Un responsable communication, en fait, le fait qu'il soit responsable encadrant crée potentiellement un conflit d'intérêts puisqu'il va nécessairement participer à la décision en matière de finalité des opérations de traitement, des objectifs poursuivis par les opérations de traitement et à la détermination des conditions de mise en œuvre de ces traitements. Donc voilà, il faut quelqu'un qui soit donc à l'abri des conflits d'intérêts et également qui puisse exercer de façon satisfaisante ses missions en étant doté d'une certaine expertise. Donc une expertise sur le sujet informatique et liberté, mais ça peut s'acquérir, hein,
Voilà. Et puis, une appétence aussi pour le sujet, sa familiarité avec le secteur d'activité, avec les métiers des collectivités publiques, leur système d'information, etc. Et puis également, en vertu de ses qualités professionnelles, en particulier être un bon communicant, c'est quelque chose de très important. Donc, sous réserve du respect de ces conditions, la collectivité pourra choisir un délégué interne ou externe, ce qui est plus important, ou mutualiser entre plusieurs organismes. Donc, le délégué pourra être soit un employé de la collectivité ou de l'établissement public, soit donc un délégué mutualisé, par exemple au niveau d'un EPCI, l'établissement public de coopération intercommunale, donc par exemple un DPO désigné par la communauté d'agglo, qui sera également le DPO des communes membres. Ça, c'est un schéma extrêmement classique. Ou alors un service de délégué mutualisé qui sera proposé par un centre de gestion, par une association de maires, et également, et de plus en plus, par des syndicats mixtes spécialisés dans le développement de l'administration et dans la mutualisation informatique. Voilà, c'est vraiment la mutualisation peut être à géométrie variable et c'est quelque chose de très important, surtout pour les petites communes, les petits établissements publics aussi qui n'ont pas les moyens en interne, n'ont pas la ressource pour voilà, une personne qui aurait une expertise suffisante pour un coût qui est supportable pour la structure. Alors, donc une fois cette personne désignée, il sera très important que le responsable de traitement lui accorde des moyens suffisants. Donc des moyens suffisants, c'est lui donner du temps, c'est lui donner un budget, c'est lui donner des référents dans les différents services et également la possibilité de se former de façon continue, d'intégrer des réseaux de délégués, lui permettre d'accéder aux différentes bases de données, l'associer le plus en amont possible donc à tous les projets de traitement, etc. Deuxième grande action, une fois qu'on a le pilote, c'est communiquer sur les obligations anciennes et nouvelles de la réglementation. Donc il y a tous les organismes, et donc les collectivités publiques en particulier, vont devoir se livrer dans un premier temps à tout un travail d'acculturation auprès de leurs équipes, donc auprès de tous les services, aussi bien fonctionnels qu'opérationnels, en se livrant donc régulièrement à des actions de sensibilisation sur le sujet. Donc il s'agira en particulier de rappeler la définition de la donnée à caractère personnel, notion qui est protéiforme, qui ne se résume pas du tout seulement à la donnée nominative, mais qui concerne donc, la donnée qui est directement associée à l'identité d'un individu, mais qui concerne toute information, même anecdotique, même professionnelle, donc pas forcément la donnée à caractère intime aussi, confidentielle, mais toute information qui se rapporte à une personne physique, que celle-ci soit identifiée directement ou indirectement, qu'elle soit même juste identifiable par une personne ou par une autre, donc par la collectivité ou par un tiers, en référence à un numéro d'identification, par exemple un numéro de sécurité sociale, un numéro de téléphone, un numéro de plaque d'immatriculation, un numéro de matricule, dès lors qu'il y a une table de correspondance quelque part. Voilà, dès lors que quelqu'un peut identifier une personne, un pseudo pourra être une donnée à caractère personnel dès lors qu'on peut remonter par un moyen ou par un autre et qu'une personne par un moyen ou par un autre peut remonter à l'identité de cette personne. Et ce qu'il faut bien avoir en tête aujourd'hui, c'est qu'avec l'essor sans précédent du numérique, avec la multitude de données disponibles et facilement accessibles, avec le développement des techniques de recoupement d'informations, le développement des puissances de calcul, etc., et bien, il devient de plus en plus facile de remonter à l'identité de réidentifier des personnes sur la base d'informations dépersonnalisées. Toutes les études le montrent sur l'anonymat que c'est de plus en plus facile de réidentifier les personnes. Et du coup, l'anonymisation constitue clairement un enjeu majeur pour le secteur public qui est confronté donc, à de nouvelles obligations en matière d'ouverture de leurs données. Et comme la loi pour une république numérique prévoit un principe d'anonymisation lorsque les documents comportent des données personnelles, la question va très souvent se poser de savoir est-ce qu'on est bien en présence d'un jeu de données anonyme. Donc communiquer également sur la définition très large du traitement, toute opération. Enfin, l'idée c'est juste de faire comprendre à l'ensemble des équipes, à l'ensemble des agents publics
que chacun est concerné, puisque la réglementation va devoir être appliquée aussi bien aux fichiers qui concernent le fonctionnement, qui parlent du fonctionnement de la structure, les fichiers RH, les fichiers de gestion comptable, la sécurisation des locaux, vidéosurveillance, contrôle d'accès par badge, etc. Et puis bien sûr tous les fichiers de gestion de services publics ou les fichiers de communication institutionnelle, politique, etc. Tout est concerné. Donc également sur les notions de responsable de traitement et de sous-traitant, il faudra communiquer, dire que la collectivité est responsable de tous les traitements dont elle a défini le pourquoi et le comment, pourquoi je collecte ces données et comment je traite ces informations, avec quelles caractéristiques. Communiquer sur la notion de sous-traitant, tous les organismes, enfin structures tierces en fait qui vont traiter les données pour mon compte et sous ma direction. Donc tous les prestataires de services auxquels peut recourir la collectivité dans le cadre de marchés publics en particulier. C'est important parce que là, cette qualification de responsable de traitement et de sous-traitant va être source d'obligations pour chacune des parties. J'y reviendrai. Et enfin, bien sûr, communiquer sur les grandes règles d'or de la protection des données, à savoir donc, le principe de licéité des traitements, en vertu duquel toute opération portant sur des données personnelles doit avoir un fondement juridique. Ce fondement juridique, ça peut être le consentement, mais ça peut être aussi la mission de service public, ça peut être le respect d'une obligation légale, ça peut être le contrat, ça peut être un intérêt légitime. Deuxième grand principe de finalité de traitement, donc en vertu duquel les données sont collectées pour un objectif déterminé, explicite et légitime, et les données ne sont pas traitées ultérieurement de façon incompatible avec ces finalités, donc pas de détournement de finalité. À cet égard, j'attire votre attention sur une sanction clé relativement importante qui a été prononcée cet été. Vous êtes sans doute au courant, à l'encontre d'un OPH, un Office public pour l'habitat. Le président de l'OPH avait utilisé le fichier des locataires pour faire de la communication pour dénoncer la réduction des APL, la mesure gouvernementale, donc qui emportait une réduction des APL. La CNIL a prononcé, et la présidente de l'OPH étant la maire de la ville, et donc la CNIL a considéré qu'il y avait un détournement de finalité. En gros, voilà, communication politique à partir d'un fichier de gestion des locataires, donc 30 000 € d'amende. Typiquement une première sanction financière qui a eu pas mal de retentissement. Il y a un recours sans doute qui va être fait dans le Conseil d'État, donc aussi bien le Conseil d'État retoquera l'analyse de la CNIL. En tout cas, voilà, il y a eu l'affaire Gauthier récemment, on en a beaucoup parlé, bon, il n'y a pas... Voilà, pour l'instant, c'est en cours, mais en tout cas, c'est un vrai sujet, hein, en particulier en matière de communication. Ensuite, le principe d'exactitude, de pertinence et de proportionnalité des informations collectées, en vertu duquel donc on ne limite que ce qui est strictement nécessaire à la satisfaction de l'objectif poursuivi. Voilà, en matière de sécurité publique surtout, il doit y avoir un équilibre entre l'impératif de sécurité et les droits et libertés. Je ne sais pas si vous avez entendu parler dans la presse du dossier Reporty, une application développée par la ville de Nice, une application permettant à tous les usagers et tous les citoyens, à partir de leur smartphone, donc, de télécharger une application et de dénoncer des incivilités dans la rue, ou des crimes graves, mais aussi la petite incivilité. Comparativement, la CNIL a considéré, indépendamment du problème de base légale, que c'était disproportionné et beaucoup trop attentatoire au risque de liberté, au risque de liberté, aux droits et libertés des personnes. Donc, principe très important, la pertinence et la proportionnalité, la conservation limitée des données, en vertu duquel donc, les données doivent être archivées ou détruites ou anonymisées à l'issue de leur durée de conservation. Ensuite, le principe donc, de sécurité des données personnelles. Tout organisme doit veiller à la confidentialité, à l'intégrité et à la disponibilité des données qu'il traite. Et enfin, le principe du respect des droits des personnes sur lequel je reviendrai. Voilà, donc cette action de communication, ces actions de communication, c'est quelque chose d'extrêmement important. Votre service donc devrait est censé donc être sensibilisé lui-même donc au cadre juridique bien sûr pour
pour les traitements qu'eux-mêmes mettent en œuvre, mais ils pourraient également, enfin les services de communication des collectivités pourraient être sollicités pour aider le DPO à designer ses actions de com. Voilà, ce qui marche beaucoup, c'est de varier les supports, les techniques, etc. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Nous, on travaille beaucoup avec notre service de communication, justement, pour communiquer sur le RGPD. Voilà. Donc ça, c'est encore une action extrêmement importante, la communication, avec l'idée donc de diffuser une culture informatique et liberté. Ensuite, autre action extrêmement importante, donc là qui est une action qui est rendue obligatoire, c'est l'établissement du registre des activités de traitement. Ça, c'est le premier outil de conformité pour après le délégué. Comme je vous le disais, la conformité ne passe plus donc par la réalisation de formalités préalables auprès de la CNIL, mais pour piloter la conformité, encore faut-il avoir une vision claire de ce qui est fait en matière de traitement de données à caractère personnel. Donc c'est bien là tout le rôle du recours à cet outil qui est le registre des activités de traitement que de permettre aux organismes de disposer d'une cartographie listant donc toutes les opérations de traitement qui sont mises en œuvre au sein de la collectivité et leurs caractéristiques principales. Donc dans le cadre de ce travail de recensement des traitements, tous les services devraient être impliqués, puisqu'il y a des traitements de données dans tous les services, et pour chacune des activités de traitement mises en œuvre par ces différents services, il faudra donc préciser les objectifs poursuivis, donc par exemple la communication institutionnelle, et puis les catégories de personnes concernées, les catégories de données traitées, les destinataires des données, est-ce que c'est tout internaute, les services internes, les sous-traitants, les partenaires institutionnels. Également préciser s'il y a des transferts de données hors Union européenne qui vont intervenir. Et également du coup les garanties prises pour encadrer ces traitements. Et puis enfin les mesures de sécurité adoptées donc, pour garantir l'intégrité et la confidentialité des données. Donc ce recensement permettra d'avoir une vision claire sur ce qui est fait et également d'identifier les zones de risque. Alors les zones de risque pourront être liées à la présence de données présentant une sensibilité particulière, avec une protection particulière prévue par le législateur. Ça concerne toutes les informations qui sont relatives à l'intimité de la vie privée. Donc c'est tout ce qui est opinion politique, philosophique, religieuse, appartenance syndicale, vie sexuelle, état de santé, voilà. Dans les grandes lignes, il y a également les traitements aussi qui présentent une sensibilité particulière en raison de leur portée, de leur finalité, exclusion d'un droit, lutte contre, recherche d'infraction, des choses comme ça, c'est sensible. Les distances, le fait que les données se rapportent à des mineurs aussi, ou encore le fait qu'il y ait des transferts de données hors Union européenne, dans des pays qui n'assurent pas donc, un niveau de protection adéquat. Ou encore tout simplement à l'existence d'une sous-traitance, puisque l'organisme va perdre potentiellement la maîtrise des informations en les confiant à un prestataire externe, ou à l'insuffisance évidente des mesures de sécurité. Voilà, en établissant un registre de traitement, on peut s'apercevoir que là, les mesures de sécurité, elles sont carrément, sinon inexistantes, en tout cas très insuffisantes pour garantir vraiment la protection des informations. Donc évidemment, ces zones de risque, sensibilité, transfert, etc., devront être traitées en priorité. Voilà. Donc par exemple, les données sensibles, il faudra vérifier que l'organisme est bien habilité à traiter ces données sensibles, qu'il peut bien se prévaloir d'un fondement juridique spécifique, puisqu'il y a des conditions particulières pour le traitement de données sensibles. D'encadrer les opérations de sous-traitance s'il y a lieu, de vous regarder si on a bien un consentement des parents pour le traitement de données de mineurs dans le cadre de la mise à disposition de services en ligne, etc. Quatrièmement, garantir la transparence des traitements et l'effectivité des droits. Alors, comme je vous le disais, donc,
en présentant les lignes de force, le renforcement des droits des personnes constitue un axe majeur du règlement qui pose donc une obligation générale de transparence et de facilitation d'exercer les droits en même temps qu'il en crée de nouveaux. Donc, depuis toujours, il y a un principe suivant lequel les informations ne peuvent pas être traitées à l'insu des personnes concernées. Donc évidemment, ce principe de loyauté est repris. Un certain nombre d'informations doivent être livrées aux personnes concernées au stade de leur collecte, que cette collecte soit directe, c'est-à-dire qu'elle se fasse directement auprès des intéressés, ou de façon indirecte, en étant piochée dans un fichier préexistant ou en faisant appel au fichier de tiers, etc. Dans tous les cas de figure, l'organisme devra donc livrer un certain nombre d'informations aux personnes concernées. Le règlement insiste sur le format des mentions d'information et sur sa clarté. Il est extrêmement important que ces fameuses mentions informatique et liberté soient extrêmement lisibles. Donc lisibles, pour être lisible, il faut qu'elles soient concises, que les termes soient clairs, qu'ils soient simples, qu'ils soient adaptés à des enfants pour les services dédiés aux enfants, et qu'elles soient très facilement et immédiatement même accessibles. C'est quelque chose ça d'extrêmement important et sur quoi la CNIL sera très vigilante, sachant d'ailleurs que la CNIL peut procéder à des contrôles en ligne depuis 2 ans, je crois, 2-3 ans. Et donc ça, les mentions d'information, c'est quelque chose qu'elle check énormément. Donc clarté des informations, lisibilité, accessibilité, très important. Et le deuxième point, c'est que le règlement enrichit le niveau d'information devant être transmis. Donc, comme vous savez, jusqu'à présent, il fallait donc fournir aux personnes concernées, dès la collecte des données, des informations sur l'identité du responsable de traitement, sur les finalités poursuivies par la collecte des informations, sur le caractère obligatoire ou facultatif de la fourniture de données, sur leur durée de conservation, depuis la loi pour un public numérique, sur les transferts de données hors lieu, ainsi que bien sûr sur l'existence des droits, les fameux droits d'accès, de rectification et d'opposition. Donc avec le règlement, il faut bien sûr toutes ces mentions, mais il en faut d'autres encore, qui sont les coordonnées du délégué à la protection des données, qui doivent par ailleurs être rendues publiques, être diffusées en ligne. Votre structure doit avoir sur son site internet les coordonnées du délégué pour que celui-ci puisse être contacté par toute personne. Ça peut être des coordonnées bien sûr tout à fait génériques, des PO arrobase ou des PD arrobase, peu importe. Ensuite, les coordonnées donc, du délégué, la base juridique du traitement, est-ce que le traitement est fondé sur une mission de service public, sur un intérêt légitime, sur du consentement, etc. Également, et le cas échéant, l'existence d'une prise de décision automatisée sur la base d'un algorithme, sa logique sous-jacente et ses conséquences, et enfin, et en tout état de cause, le droit de déposer une plainte auprès de la CNIL. Donc on se retrouve avec des mentions comme ça. Donc c'est beaucoup d'informations, et du coup il faut faire preuve de pragmatisme, et ça, le groupe des CNIL européennes l'a dit dans ses lignes directrices sur la transparence, et je ne vous ai pas dit, mais toutes les notions clés, thématiques principales du règlement font l'objet de lignes directrices de la part du groupe des CNIL européennes, qui sont aujourd'hui réunies dans le Comité européen de la protection des données. Donc il y a des lignes directrices sur le délégué à la protection des données, il y a des lignes directrices sur la transparence des traitements. Et sur d'autres sujets, je dirai tout à l'heure, mais sur la transparence, donc il est bien rappelé, il y a une fiche pratique sur le site de la CNIL également sur ce sujet, qu'il faut faire preuve de pragmatisme, et en particulier en priorisant les informations les plus importantes, vous les mettez en avant, et si vous n'avez pas la place en ligne, par exemple, sur un formulaire de collègue, vous mettez un lien cliquable pour avoir accès à toute la suite des mentions d'informations. Voilà, donc il y a plusieurs façons. Il ne faut pas hésiter à varier les supports, les outils, etc. Ce qui est la CNIL contrôlera, c'est uniquement l'effectivité de l'information. Voilà. Est-ce qu'elle est dite vraiment? Est-ce qu'elle est immédiatement accessible et facilement? Voilà. Donc je vous renvoie à la fiche pratique sur ce sujet. Ensuite, le règlement
S'agissant des droits des personnes, le règlement renforce la possibilité pour les intéressés de s'opposer à un traitement, au traitement de ces données lorsque le traitement est fondé sur une mission de service public ou sur un intérêt légitime pour une raison tenant à la situation particulière de la personne, puisque désormais, si une personne dit « je ne veux plus que vous traitiez mes données », la collectivité doit ne plus les traiter, sauf à pouvoir justifier d'un intérêt légitime et impérieux, l'emportant sur les droits et intérêts des personnes concernées. Et une inversion de la charge de la preuve, en fait. C'est qu'aujourd'hui, hein, c'est à vous de démontrer, alors qu'avant, c'était à l'individu de dire « moi, j'ai un impératif plus important que le vôtre ». Maintenant, c'est au responsable de traitement de prouver. Par ailleurs, il renforce la possibilité de dire oui, ou le droit de dire oui pour un traitement, de consentir, en précisant en fait les conditions de validité d'un consentement. Il doit être spécifique, informé, libre et éclairé, résulter d'une démarche active. Donc le qui ne dit mot consent, ça ne fonctionne pas. La case précochée oui, ça ne fonctionne pas. Des choses comme ça, liées l'acceptation de conditions générales d'utilisation à un consentement pour de la réutilisation à des fins de prospection politico-commerciale, ça ne fonctionne pas. Ça doit être spécifique, dédié des règles d'utilisation du service, etc. Enfin, le règlement reconnaît au bénéfice des personnes des nouveaux droits, donc en plus de leur droit d'acte de rectification, d'opposition et d'effacement, un droit à la limitation du traitement et un droit à la portabilité des données. Alors, le droit à la limitation du traitement consiste en un gel temporaire des données. Un gel, c'est-à-dire on bloque l'exploitation, toute exploitation des données, et ce droit à la limitation peut être exercé dans 4 hypothèses. Lorsque la personne conteste l'exactitude des données, elle peut demander à ce que donc, les données soient gelées, le temps pour l'organisme de vérifier donc, leur inexactitude et le corriger. Lorsque le traitement est illicite et que la personne s'oppose à leur effacement à des fins de preuve, j'imagine. Lorsque le responsable du traitement n'a plus besoin de traiter les données, mais que la personne elle-même demande à ce qu'elles soient conservées pour la conservation de l'exercice ou la défense d'un droit en justice. Et enfin, dernier cas, lorsque la personne concernée s'est opposée au traitement et que l'organisme prend un peu de temps pour réfléchir à savoir s'il a des intérêts supérieurs à opposer. Voilà, donc le temps de cette analyse. Enfin, donc le règlement crée un droit à la portabilité des données qui correspond donc à la possibilité d'obtenir dans un format lisible et structuré, lisible par une machine et structuré en fait les informations qui ont été fournies par la personne. Donc communication directe à la personne ou communication de l'organisme responsable de traitement à un tiers désigné par la personne. Mais ce droit à la portabilité n'existe que lorsque le traitement est fondé sur un consentement ou sur un contrat. Voilà, l'idée c'est par exemple, vous êtes client de Gmail, vous voulez passer sur Yahoo, hein, au hasard, vous pouvez demander à ce que tous vos messages soient transférés donc, du premier prestataire à l'autre que vous avez choisi. Enfin, le règlement donc, précise les conditions d'exercice des droits informatiques et libertés, les conditions de gestion par les responsables de traitement des demandes, tendant à l'exercice de ces droits. Donc, par exemple, il pose un principe de gratuité, alors qu'avant, l'organisme pouvait facturer le coût correspondant à la reproduction des données quand une personne exerce droit d'accès. Donc, plus maintenant, la première copie doit être forcément gratuite. Il prévoit aussi un traitement de la demande dans le délai d'1 mois. Voilà, un délai qui est prolongeable, mais en tout cas, dans le délai d'1 mois, l'organisme doit revenir vers la personne pour lui dire on a bien pris note de vos demandes d'accès, d'opposition, d'exécuter, voilà. Voilà comment on entend y donner suite. Et puis également, il prévoit la possibilité, l'obligation pour l'organisme de prévoir au bénéfice des personnes donc un moyen d'exercer ses droits par voie électronique, enfin de recevoir les données par voie électronique lorsque la demande a été exercée par cette voie-là. Voilà. Donc par exemple, s'il y a un téléservice, c'est bien qu'il y ait un espace permettant aux personnes en ligne de corriger directement ces informations-là et de forme donc de demande tendant à l'exercice de l'ordre.
Clarifier les responsabilités pour les traitements multi-acteurs. Donc cinquièmement, c'est un point que j'ai rapidement évoqué en introduction sur les lignes de force. Donc je vous disais que le règlement rééquilibre les situations juridiques des donneurs d'ordre et des prestataires de services. Donc du coup, il redéfinit le cadre contractuel. Le cadre contractuel en fait régissant les opérations de sous-traitance lorsque donc, vous faites appel à un prestataire pour héberger des données, pour envoyer des newsletters par exemple, dès que vous faites appel, dès que votre structure demande à un tiers de réaliser pour votre compte et sous vos instructions des traitements de données, et bien à ce moment-là, il doit y avoir un certain nombre de clauses obligatoires dans l'acte juridique liant à ce sous-traitant. Jusqu'à présent, la sous-traitance a toujours été encadrée, mais jusqu'à présent, les obligations du sous-traitant se limitaient au fait de traiter les données que sur instruction du responsable de traitement, et puis également de veiller à la sécurité des données traitées. Avec le règlement, donc l'instruction, elles doivent être nécessairement documentées. Les obligations du sous-traitant ne se limitent plus du tout à la sécurité des informations. Elles sont beaucoup plus larges et elles doivent être inscrites dans le contrat. Et elles vont être de nature, en cas de non-respect, engager directement la responsabilité du prestataire. Donc la CNIL pourra maintenant prononcer une sanction directement contre votre sous-traitant, alors que jusqu'à présent, seul vous, même si le manquement avait été commis au niveau du sous-traitant, de votre sous-traitant, de votre sous-traitant, c'était vous, en qualité de responsable de traitement, qui essuyez l'amende. Alors que là, la sanction de la CNIL, on pourra directement taper sur le prestataire. Donc pour le respect de ses obligations. Et donc le nombre de ces obligations, c'est également d'aider en fait le responsable de traitement dans le respect des siennes, de l'aider dans la réalisation d'analyses d'impact sur la vie privée pour les traitements sensibles, dans le fait de répondre aux demandes des personnes, dans l'exercice de leurs droits, dans la définition des mesures de sécurité, etc. etc. C'est le fait de l'informer, de l'alerter lorsqu'il reçoit une instruction qui lui paraît illicite, etc. Et enfin, c'est le fait de ne pouvoir re-sous-traiter qu'avec l'autorisation préalable du responsable de traitement et qu'après répercussion dans le contrat de sous-sous-traitant des obligations qui pèsent sur lui en qualité de sous-traitant. L'idée, c'est vraiment qu'il y ait une bulle de protection qui suive la donnée par-delà les différents acteurs. Vous avez également l'introduction dans le règlement de la notion de responsable conjoint du traitement. Il est possible maintenant de considérer qu'il y a plusieurs responsables de traitement pour un seul et même traitement. Lorsque vous êtes plusieurs structures à participer à la détermination des finalités et des conditions de mise en œuvre d'un traitement, ces différentes structures peuvent être considérées comme responsables conjointes du traitement. Par exemple, plusieurs collectivités publiques décideraient de monter ensemble un portail de téléservices. Eh bien, si elles décident ensemble des conditions de fonctionnement, du portail, du front office, de où vont les données, comment, etc., elles pourraient être considérées comme co-responsables de la plateforme de téléservices. Parce qu'elles vont partager les moyens, en fait, même si elles auront chacune leur propre finalité, leur propre mission de service public, etc. Vous avez un avis des CNIL européennes sur ces notions de responsable de traitement et de sous-traitant. Et dans ces cas-là, il faudra du coup déterminer dans un contrat les obligations et responsabilités de chacune des parties, de chacun des responsables conjoints du traitement. Donc dès lors qu'il y a un traitement qui implique plusieurs acteurs, il faudra s'interroger, se poser la question de savoir s'il agit en qualité de sous-traitant ou de responsable conjoint du traitement. Et enfin, dernier point important, recourir aux outils de conformité qui sont rendus obligatoires par le règlement. Donc on a déjà parlé des délégués, on a parlé du registre des activités de traitement. Il y a ensuite les analyses d'impact pour les traitements sensibles, on en parle beaucoup, de CPIA, Privacy Impact Assessment. Donc concrètement, ça fait un mot qui fait peur comme ça, on en parle tout le temps. C'est simplement en fait simplement c'est facile à dire qu'à faire, mais concrètement une analyse d'impact, c'est une instruction qui est développée et formalisée d'un certain nombre de questionnements qui reprennent en fait les grands principes. Instruction qui doit être menée pour les traitements qui sont susceptibles de présenter des risques élevés pour les droits et les libertés des personnes.
Et en gros, il va falloir donc formaliser le fait que le traitement projeté dans ces conditions de mise en œuvre respecte les principes non négociables de protection des données. En gros, quelles mesures j'envisage de prendre pour garantir le caractère légitime. Enfin, le caractère légitime, il faut l'expliquer au départ en quoi c'est légitime. Ensuite, le projet de traitement poursuit tel objectif. Cet objectif est légitime parce que ta. Dire ensuite en quoi les données qui devraient être collectées sont pertinentes, proportionnées par rapport à la finalité poursuivie. Dire quelles sont les garanties prises pour assurer l'effectivité des droits des personnes, la transparence du traitement, etc. Donc ça, c'est le premier volet de l'analyse d'impact, donc le respect des premières règles d'or de la protection des données. Et ensuite, le deuxième volet concerne la sécurité des données. La question qui doit être posée, c'est quels risques encourent les personnes concernées en cas d'atteinte à l'intégrité des données, à la confidentialité ou à leur disponibilité. Voilà, quelles sont les causes, quels sont les événements que je peux redouter, la perte, la modification, quelles seraient les conséquences potentielles pour les personnes, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est très probable, voilà. Et ensuite, sur la base de cette analyse, donc développer, formaliser, identifier les mesures de sécurité devant être adoptées pour gérer ces risques, en fait, pour amoindrir leurs conséquences, les éviter au maximum, etc. Et s'il y a toujours des risques élevés malgré tout ça, il faudra alors consulter la CNIL. Vous avez des analyses, des lignes directrices très développées sur les analyses d'impact du groupe des CNIL européennes, que vous trouvez sur le site de la CNIL, et qui donnent des critères pour apprécier si on est en présence d'un traitement présentant des risques élevés ou pas, si une analyse d'impact du coup doit être menée ou pas. Et enfin, notifier les violations de données à la CNIL et aux personnes concernées dans certains cas. Ça, c'est une obligation également. Donc, les violations de données, c'est toute atteinte à l'intégrité, à la confidentialité ou à la disponibilité des informations. Toute atteinte donc, doit être notifiée en interne. Vous devez avoir un registre des violations de données, comme le registre des traitements. C'est vraiment un outil de pilotage. Vous devez décrire ce qui s'est passé, les mesures qui ont été prises, voilà. Et lorsque la violation emporte un risque pour les personnes concernées, vous devez la notifier à la CNIL. Il y a un téléservice en ligne pour ça. Et lorsque ce risque est élevé pour les personnes concernées, eh bien, vous devez en plus en informer les personnes concernées. Et l'idée derrière tout ça, c'est de piloter, toujours pareil, piloter les risques, protéger les personnes, leur permettre justement de se protéger en cas d'atteinte, en cas de cyberattaque, par exemple. Et puis d'inciter l'organisme à réagir immédiatement en pseudonymisant par exemple les informations, en bloquant l'accès, en réinitialisant les mots de passe, etc. Donc il faut mettre en place des procédures de détection des incidents de sécurité, de gestion de ces incidents, etc. Et voilà, la dernière slide, il me reste 2 minutes, pour vous dire que voilà, tout ça fait un peu peur, on dit c'est énorme, tout ça, c'est affreux, les sanctions et tout. Mais alors, oui, c'est sûr, hein, il y a une marche importante à grimper, mais la CNIL en est consciente et la CNIL est d'abord là pour vous accompagner. Ça, c'est quelque chose de très important. On est un régulateur donc, qui marche sur ses 2 jambes, une jambe répressive, mais aussi et surtout donc, et avant tout une jambe accompagnement. Donc vous pouvez, les collectivités peuvent s'appuyer sur toutes les ressources qui sont disponibles en ligne sur le site de la CNIL. Vous avez de nombreux guides pratiques, un guide pratique sur se préparer au RGPD, un guide pratique sur toutes les mesures de sécurité, le BABA de la sécurité, pour protéger donc, les données personnelles. Vous avez un guide pour la sous-traitance. Voilà, sur un guide pour les sous-traitants, tout a été rappelé sur le cadre contractuel en particulier. Vous avez également donc, une procédure de certification des PO pour certifier leurs compétences, et puis un service, donc celui auquel j'appartiens, dédié à l'accompagnement de ces délégués. Par ailleurs, la CNIL donc, a entamé de nombreux échanges avec les têtes de réseau des collectivités publiques, en particulier toutes les associations d'élus. Elle a signé une convention de partenariat avec l'Assemblée des départements de France, qui a mis en place un groupe de travail hyper actif pour travailler en réseau, partager les bonnes pratiques, les problématiques, les réponses, saisir la CNIL, des problématiques de collectives, et puis réfléchir ensemble, etc. Donc c'est quelque chose qui doit être étendu aux régions, et puis petit à petit aux autres collectivités.
Bref, si, voilà, ça, si j'ai un conseil à vous donner, c'est vous organisez, vous êtes un réseau déjà très constitué, mettez en place un groupe de travail avec toutes les bonnes volontés là, qui pourraient se trouver dans la salle. Vous avez des mêmes problématiques au quotidien dans vos actions de communication, aussi bien externes qu'internes. Et bien, travaillez ensemble, saisissez-nous collectivement du sujet, et voilà, on avancera tous beaucoup plus vite. Voilà, par ailleurs, sur les analyses d'impact, la CNIL travaille à l'établissement des listes pour lesquelles, des analyses d'impact, des listes de traitement pour lesquelles il faudra obligatoirement réaliser des analyses d'impact. Et la liste aussi des traitements, elle ne sera pas exhaustive, hein, mais ça vous donnera déjà une idée de ce pourquoi il faudra y aller, quoi. Et puis vous avez également une liste des traitements pour lesquels l'analyse d'impact n'est pas obligatoire. À l'inverse, donc tout ça, on les a établies, elles sont en cours de validation auprès du Comité européen de protection des données, donc de plus près de toute l'équipe européenne. Elles seront publiées donc, après, donc dans les prochaines semaines. On travaille sur un MOOC RGPD très généraliste que les collectivités pourront utiliser ensuite dans des actions de communication internes. Un pack de conformité Open Data, on travaille là-dessus avec la CADA. Voilà, donc il devrait sortir début 2019. Et ensuite, sur la rédaction de référentiels encadrant les traitements de différents secteurs d'activité, des fiches pratiques pour les collectivités en particulier, etc. Et donc, du coup, j'attends maintenant vos questions qui permettront donc, de nourrir des projets de fiches pratiques, par exemple. Oui, monsieur. Merci de votre attention. Bonjour, j'ai deux questions, si je peux me permettre. Avant que le RGPD soit effectif à la date du 25 mai, sur le site de la CNIL, il y avait un générateur de formulaires pour déclarer sa conformité au RGPD qui était très bien fait, et puis il a disparu après le 25 mai, ou alors en tout cas il a été remis ailleurs sur le site, je ne l'ai pas retrouvé. Et depuis, il y a des sites privés qui proposent des générateurs de mentions pour se conformer au RGPD, dont on ne sait pas trop ce qu'ils valent. Donc est-ce que la CNIL envisage de remettre un outil assez simple à utiliser pour pouvoir indiquer toutes les mentions qui vont bien pour accompagner un formulaire, par exemple? Donc ça, c'était ma première question. Et la deuxième question, vous avez évoqué très rapidement les GAFAM. Vous savez, enfin, j'imagine que vous savez que beaucoup de collectivités, des petites et des plus ou moins importantes, utilisent des outils dans le cloud, notamment des outils Google, notamment les outils de formulaire Google Forms qui sont très pratiques et faciles à utiliser. Et on sait très bien que, enfin on sait très bien, on ne sait pas trop où c'est stocké, mais en tout cas probablement pas dans l'Union européenne. Et quand nous avons, dans la collectivité où je travaille, on a saisi notre DPO sur cette question-là, en ayant vu que Google avait eu, alors je ne sais plus le terme exact, mais en tout cas avait eu une certification de l'Union européenne par rapport à la sécurité du stockage de données, etc. Notre DPO nous a dit oui, mais attention, aux États-Unis, il y a le Patriot Act qui est prioritaire par rapport à cet accord, qui fait qu'en réalité, on ne peut pas certifier la protection des données personnelles. Est-ce que vous confirmez cet avis? Alors, sur la première question, vous avez de nouveau en ligne des modèles de mention d'information. Vous avez un peu cette trame sur comment prendre en compte, cette fiche pratique sur comment prendre en compte l'obligation de transparence, les lignes directrices sur la transparence, et puis donc des exemples concrets de mention d'information pour certains dispositifs. Voilà, donc c'est plus comme avant un générateur de mention d'information, mais en soi c'est toujours le même modèle en fait. Vous pouvez tout à fait vous appuyer sur ce qui est proposé, sur les modèles qui sont proposés pour les adapter ensuite aux différents traitements. Voilà. Sur la deuxième question, donc le recours aux GAFAM, aux outils proposés par les GAFAM. Alors déjà, vous avez, juste j'ai oublié de vous dire, donc j'en profite avant que ça m'échappe, je vous parlais tout à l'heure de responsabilité conjointe. Il y a un arrêt qui est sorti de la Cour de justice de l'Union européenne en juin 2018, parlant de responsabilité conjointe pour les structures qui utilisent Facebook pour administrer une fanpage. Il y a une responsabilité conjointe, les deux sont responsables conjoints du traitement, Facebook et l'administrateur de la fanpage. Voilà, je vous le dis, puisque j'imagine que vous administrez voilà, sur les réseaux sociaux, des sites et autres, des pages dédiées à vos actions de collectivité publique. Voilà, donc exemple
de responsabilité conjointe. Cette responsabilité conjointe avait été aussi reconnue par la CNIL en avance de phase, c'est-à-dire avant le règlement européen, pour le gros service justement de cloud computing dont vous parliez, où on avait reconnu que compte tenu de l'opacité totale des conditions de traitement, des conditions d'hébergement de données, de leur localisation, de certains, pour certains contrats, proposer des contrats d'adhésion, en gros, où on dit oui, voilà, on vous donne les données et puis vous les stockez dans le cloud et puis après on ne sait pas où elles vont. Enfin, la CNIL avait dit dans ces cas-là qu'on pouvait considérer qu'il y avait une responsabilité conjointe du traitement avec un partage des obligations. Et que par exemple, tout ce qui concernait la sécurité des données, le prestataire de cloud était uniquement responsable, avait une responsabilité totale de responsable de traitement pour ça, pour les droits des personnes. Enfin, il y avait un exemple de partage de données. Voilà, donc ça c'était le premier point sur l'aspect responsabilité conjointe qui va pouvoir être retenu. Ensuite, sur l'aspect conformité des traitements mis en œuvre donc, par ces GAFAM. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le règlement européen constitue aussi un acte de souveraineté, de démonstration de la souveraineté numérique européenne, puisque l'un des objectifs du législateur européen, c'était d'imposer le cadre juridique européen à tous les organismes qui viennent prester, hors UE, qui viennent prester sur le territoire européen. Donc dès lors que les traitements ciblent des résidents européens, des personnes qui se trouvent sur le territoire de l'Union européenne, les traitements seront soumis donc au règlement européen. Donc nécessairement les GAFAM, Facebook, Google, Amazon, etc., vont devoir petit à petit se mettre en conformité avec le droit européen. Donc le niveau de protection va forcément aller en s'améliorant, même si on n'est pas du tout là au bout du chemin, comme on l'a déjà plusieurs sanctions qui ont été prononcées par la CNIL contre Google, Facebook, d'autres, l'autorité irlandaise là, qui est saisie d'Action Group, etc. Donc on n'est pas du tout encore dans un niveau de conformité total, mais en tout cas les choses vont aller en s'améliorant et la CNIL ne s'est jamais prononcée en séance plénière sur la non-conformité, de Google Forms ou d'autres services comme ça, que beaucoup de structures utilisent et on sait la commodité que c'est, etc. Donc on va plus, je vous invite pour ça à regarder les alternatives qui sont proposées par l'ANSSI en particulier. Je sais que pour Google Forms, là j'ai plus en tête, mais je sais qu'il y a un outil qui propose exactement le même service et qui est très privacy, justement, by design, etc. Donc ça, je pourrais vous l'adresser. J'ai une réponse là-dessus. Donc surtout, pensez à des alternatives, sachant que effectivement, il y a des réglementations américaines qui peuvent entrer en contradiction avec les règles européennes. Et le Patriot Act, effectivement, permet l'accès par les autorités américaines à des données qui sont traitées dans des sociétés américaines, même si ces données ne concernent pas les Américains. Voilà, et là, il y a il y a des réflexions au niveau des CNIL européennes sur le cloud, Trump, là, la dernière décision sur le cloud, je ne sais plus ce que c'est. Je sais que là, il y a une actualité sur le cloud autour de l'administration américaine, un acte qui a été pris là-dessus, et les CNIL européennes préparent une réponse collective. Merci. D'autres questions? Oui. Oui, Anne-Claire Dubreuil, directrice adjointe à la communication au Sicoval. Juste, je pense que vous faites allusion à la suite Framasoft, qui est une suite d'outils libres en open source et qui permet de faire exactement la même chose que la suite Google. Bon, en termes d'ergonomie, parfois il y a des petites choses à redire, mais disons qu'au moins on est conforme au RGPD. C'est ça, exactement. C'est la suite Framasoft, oui. Qui s'appelle Dégooglisons le net. Voilà. Et l'ANSSI, vous avez beaucoup de choses sur l'ANSSI aussi, allez voir le site de la CNIL, mais l'ANSSI aussi pousse des outils qui sont pareil pour tout ce qui est collecte de cookies, tout ça, il y a des alternatives aux GAFAM qui sont proposées. Monsieur Patouji aussi a publié une liste d'alternatives, enfin voilà, c'est vers ça qu'il faut se tourner, surtout. Oui. Bonjour, Patrice Ringet.
département de Maine-et-Loire. Une question pratique et du quotidien. On verra si vous pouvez nous apporter la réponse tout de suite. J'ai un service culturel qui a mis en place dans notre collectivité une lettre d'information depuis plusieurs années, au moment où des personnes venaient acheter des places de spectacle concrètement, et qui les abonnaient avec leur consentement oral à une lettre d'information. Quelques années plus tard, donc on a cette lettre d'information avec plusieurs milliers d'abonnés qui reçoivent cette lettre depuis plusieurs années. Je ne suis pourtant pas aujourd'hui en mesure d'apporter un consentement explicite si jamais j'étais contrôlé par la CNIL. Dans quelle mesure puis-je continuer à leur envoyer des informations? Alors, est-ce qu'on peut parler, cette newsletter, c'est ça, sur l'offre culturelle de la collectivité publique, c'est ça? Sur le théâtre municipal, par exemple, la programmation, les spectacles, enfin, ok. Est-ce qu'on peut parler, on est dans la prospection commerciale ou dans la communication institutionnelle, plutôt? Si on est dans la... alors, parce que par exemple, pour la prospection commerciale, dans cette hypothèse-là, on parle, c'est le CPC, le Code des postes et communications électroniques, qui régit les opérations de prospection commerciale par voie électronique et qui prévoit un consentement obligatoire. Ça, c'était avant même le RGPD, de toute façon, qui n'a pas modifié les règles en matière de prospection, mais qui imposait donc un consentement, donc clair, informé, spécifique, etc. Démarche active, mais qui prévoit une exception lorsque on était en présence d'un bien ou service analogue. Est-ce que là, donc je pense que là, typiquement, on pourrait considérer que si une personne un jour achète une place pour l'opéra municipal ou que sais-je, en ligne, et qu'on la prévienne, et c'est ce qui s'est passé à l'époque, c'est ça, que sauf opposition de sa part, elle sera inscrite donc, dans le fichier d'information sur la programmation culturelle et artistique, qu'à chaque fois qu'on lui envoie cette newsletter, il y a un lien de désinscription, je pense qu'il n'y a pas de difficulté. On n'est pas dans l'obligation. Par contre, vous pourrez par ailleurs avoir sur le site de la collectivité un espace où les personnes pourront entrer sur une base volontaire dans ce fichier de diffusion. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup Alice pour cette expertise sur un sujet bien conséquent. Donc on n'a pas fini d'entendre parler effectivement. On va faire une petite pause d'une vingtaine de minutes. Anastasia, est-ce qu'il y a des petites choses à dire? C'était génial. Oui, je voulais simplement...